Discuter avec eux dans le cadre d'une conférence qui va être organisée cet après-midi pour parler de la situation de la Guinée, un pays en crise, crise économique, crise sociale, crise politique profonde. Voilà un peu l'objet de ma visite aujourd'hui dans la grande capitale économique des États-Unis, New York. Je vais parler en français par honneur pour M. Sogoboli. Merci, ma chère. En tant qu'homme politique, nous avions passé plus de 10 ans ici à subventionner des politiciens pauvres, très pauvres. Feu Mamadou, Feu Siradio Diallo, M. Alpha Condé, Jean-Marie Doré, ne citer que ceux-là. Et ce qui me fait plaisir, il y a le plus grand banquier ici, M. Sougoumouni, un Guinéen. C'est une référence d'un bon Guinéen. Il a l'habitude de donner 20 000 $. Tu me dis ça? 20 000 $ juste. Vous m'écoutez? Quand M. Alpha Condé était en prison pendant 2 ans, 6 mois, M. Sougoumouni a investi 30 000 $. Si il devrait avoir un président de la Chambre de commerce en Guinée, ce monsieur le serait. Oui. Le porte-à-porte aux États-Unis, c'est moi qui l'ai inventé. Et j'ai été fier de voir Obama faire la même chose. J'étais dans tous les salons ici. Oui, ça c'est vrai. Demandé pour supporter un pauvre politicien, Alpha Condé. Wallahi. Mais au retour, je n'ai rien demandé. Seulement dire, Madame Sano de Secondé, merci. Est-ce qu'on a eu ça? Je suis en train de traverser la période la plus triste de ma vie. Mon mari est malade. Mais docteur Ousmane Kaba, moi je vous dois le respect que vous avez vis-à-vis de ma personne. Je ne dirai pas le détail ici. Moi je ne viens pas de Garfamoudia, mais je vous dois il y a plus de 20 ans. On ne nous reconnaît même plus. Nos gens qui étaient en Europe pour aller rencontrer le professeur Alpha Condé, c'est les nantis du PIP qui te disent il est occupé, il ne peut pas te recevoir. Si moi j'étais parti, je serais en prison parce que quand il va venir, je ne vais pas voir Alpha Nda Toulouti. Ça ne s'est même pas midi à 14 h. Donc il y a même Fola Ouli Ouli. Il y a des fantaisies sponsorisées là. Ça j'en ai marre. Il va être là ce soir pour discuter avec nos compatriotes de l'état d'évolution de notre pays. Comme il l'a dit, je n'étais pas venu pour une conférence. Donc cet après-midi, j'ai réfléchi de quoi on peut parler. Le sujet, en fait, s'est imposé à nous, car nous sommes en crise. Tous ceux qui sont là sont soucieux de l'avenir de la Guinée, surtout maintenant, en ce moment précis, où il y a beaucoup d'événements dans ce pays. Et c'est tout à fait logique qu'on parle de la crise. Donc je me suis dit, mieux vaut qu'on parle de la crise, pas seulement du PADES, mais de la crise de la Guinée, puisque ce sont les Guinéens qui sont là et que nous sommes à l'intersection. Voilà le thème que nous avons choisi pour notre débat. Notre pays est en crise. D'abord, la notion de crise, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas. Si tout va bien, il n'y a pas de crise. C'est quand ça ne va pas bien qu'on dit qu'il y a crise. Dans notre pays, nous avons 3 crises qui se superposent aujourd'hui. Il y a d'abord la crise économique. Ensuite, il y a la crise sociale et éducationnelle. Et enfin, il y a une crise politique. Donc nous allons parler de ces 3 crises très lentement. La première crise,
c'est la crise économique. Elle ne date pas d'aujourd'hui, il y a très longtemps que notre pays est en crise. D'abord, un pays en crise, c'est d'abord un pays qui est pauvre. La Guinée est un pays pauvre depuis très très longtemps, malgré toutes les richesses que nous avons. Comment cela se traduit-il en termes très simples? Les Guinéens sont pauvres, même si la Guinée est riche. C'est ça que ça signifie. Crise économique, ça veut dire que la croissance, qui est l'augmentation de la quantité de biens et services d'une année sur l'autre, qui est le prémisse de la prospérité, c'est très faible. Comment cela se traduit tous les jours? Par deux choses simples. Le Guinéen est pauvre et les jeunes Guinéens ne trouvent pas de travail. C'est ça que ça veut dire. Pour simplifier, la Guinée est pauvre, les jeunes Guinéens ne trouvent pas du travail. Alors, cela a beaucoup de conséquences à part la pauvreté, puisque aujourd'hui, malheureusement, la Guinée, c'est le pays qui donne le plus fort contingent de migrants. Aujourd'hui, je pense que vous suivez ça, notamment dans la mer Méditerranée, lorsqu'il y a des millions d'Africains qui émigrent vers l'Europe, il se trouve que quand on fait le compte, les Guinéens sont les plus nombreux. Et moi-même, je me rends compte, j'ai vécu physiquement, puisque je viens de Paris, et à Paris, il se trouve que par hasard, j'ai mon hôtel à la porte de Chapelle, et chaque fois que je passe, il y a beaucoup de jeunes, des immigrés qui viennent d'arriver, qui sont entourés par la police, et il y a toujours quelqu'un qui m'appelle « Hey, Fonda, Fonda ». Donc je m'arrête et je vois toujours, il y a des jeunes Guinéens qui me reconnaissent, et ça me fait mal au cœur. Lorsque je vois ces jeunes, j'ai un sentiment de honte, parce que je me dis que nous avons échoué. Et qu'aujourd'hui, ce sont les mères de nos enfants, beaucoup de nos enfants, qui prennent le risque de mourir dans la mer de Méditerranée, et qui sont les migrants clandestins en Europe, un continent qui n'offre pas pourtant d'opportunités à ces jeunes, parce que là aussi il n'y a malheureusement pas de travail et ils sont de trop. Voilà, nous avons la première crise qui est la crise économique. Elle est assez connue, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus, nous aurons le temps de discuter des détails de cette crise économique. La deuxième crise qui affecte la Guinée aujourd'hui, c'est la crise sociale et éducationnelle. Puisque tout le monde est au courant qu'il y a une grande grève qui vient de secouer le pays et qui vient de prendre fin seulement le mardi par un accord nocturne, après plus d'un mois d'interruption des cours, et le pays a été secoué parce que l'ensemble du système scolaire, puisqu'au départ ce sont les écoles primaires et secondaires publiques, mais comme vous le savez, il y a toujours un effet de contagion en ce qui concerne les élèves. Quand ils commencent à faire la grève, ils n'acceptent pas que les autres fassent cours. Donc ils les font sortir et c'est la violence, et le pays était complètement arrêté depuis pas mal de temps. Crise sociale, mais aussi crise dans le domaine de l'éducation. Je rappelle, et je l'ai dit tantôt, que la Guinée, c'est le pays où l'éducation n'est pas la priorité, malheureusement. Ce qui va souvent à l'encontre des discours officiels où tout le monde vous dit l'éducation, c'est la priorité des priorités, etc. Mais vous savez, nous, on n'est pas des politiciens, nous, on est des économistes. Quand on veut connaître la priorité d'un pays, comme quand on veut connaître la priorité d'un chef de famille, on se pose la question, où va votre argent? C'est ça. Là où vous dépensez votre argent, c'est ça votre priorité. Ce n'est pas dans le discours. Il se trouve que la Guinée, pour tous les cycles de l'éducation, la Guinée dépense à peu près 12% de son budget. Seulement 12%. C'est le taux le plus faible de toute la sous-région. Dans les autres pays, la part du budget qui est allouée à l'ensemble du système éducatif, c'est-à-dire primaire, secondaire, professionnel, supérieur, tout confondu, cette part est au moins de 30%. De pays comme le Sénégal, c'est un peu plus de 30%.
mais pour la Guinée, c'est 12%. Niger 35. Voilà, Niger 35. Quelle est la conclusion? C'est comme s'il me dit que lui, sa priorité, c'est l'éducation, mais chaque week-end, il invite Bemea et ses enfants sont dans la rue. Il ne peut pas aller à l'école parce qu'il ne peut pas les payer. Est-ce que c'est sa priorité? Ce n'est pas sa priorité. C'est valable pour un homme, c'est valable pour un pays. Donc nous, lorsque nous faisons une analyse économique des pays et que nous parlons de priorité, ce n'est pas les discours des chefs d'État qu'on écoute. Les politiciens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Lorsqu'on veut savoir quelle est la priorité, on prend simplement votre budget, on dit voilà l'argent que vous gagnez, comment vous le dépensez. Si vous ne dépensez pas beaucoup pour un secteur, on dit que ce secteur n'est pas prioritaire. Voilà comment ça se passe dans la réalité. Conclusion, en Guinée, l'éducation n'est pas la priorité. Un pays qui ne met pas l'accent sur l'éducation est un pays qui est voué à l'échec. Car c'est un pays qui ne prépare pas son avenir. Aujourd'hui, malheureusement, la Guinée ne prépare pas son avenir. C'est ça la réalité. Et ce sont les chiffres qui nous le donnent. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Alors, quand nous discutons, il faut toujours faire la part entre les avis, les opinions et les faits. Les faits nous sont donnés par les chiffres. Ce n'est pas parce que le docteur Kaba est ceci ou cela, ça n'a rien à voir. C'est comment on fait notre budget. Donc nous avons une crise sociale, mais cette crise sociale aussi a son origine dans la mauvaise harmonie qui existait à l'intérieur du syndicat. Tout le monde a su comment cela a commencé, le syndicat de l'enseignement, SLED, qui avait deux tendances et qui ont commencé à se battre, les différentes factions du syndicat. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a mésentente dans un syndicat, il y a surenchère. Et lorsqu'il y a surenchère, évidemment, cela mène à des grèves et des grèves dures qui ont déstabilisé l'ensemble du pays. Le syndicat avait deux exigences, une augmentation des salaires de 40%, et aussi un niveau de salaire minimum de 8 millions, salaire de base. Voilà les deux exigences du syndicat. Il y a quelque temps, lorsque j'étais à la radio, on m'a demandé est-ce que c'est possible de payer? Je dis oui, tout est possible, mais en réalité, le pays n'a pas les moyens. Et je vais vous dire pourquoi. La Guinée n'a pas les moyens. Mais en même temps, les syndicalistes ont réussi à arracher les 4%. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui était en train de négocier n'est pas un gouvernement crédible. Voilà. Pourquoi il n'est pas crédible? Parce qu'on va en parler tout à l'heure, il y a eu la crise politique, les élections, et ce qu'on appelle la crise post-électorale, où pendant ces élections, les gens ont distribué beaucoup d'argent, et donc quand les syndicalistes viennent et puis vous dites je n'ai pas d'argent, etc., on dit ah non, c'est pas vrai. Il y a encore quelques semaines, vous avez distribué beaucoup d'argent pour corrompre tout le monde et gagner dans les urnes. Voilà ce qui s'est passé. Donc, crise économique, crise sociale, éducationnelle, et troisièmement, crise politique. Alors, la crise politique, je viens d'en parler. Aujourd'hui, il y a une crise politique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. L'objectif, l'ambition de la Guinée, c'est d'arriver à une société démocratique apaisée. La démocratie suppose un certain nombre de principes qui sont la liberté d'opinion, la liberté d'organisation, mais qui sont aussi le libre choix des gouvernants par les gouvernés. Comment choisir les gouvernants par les gouvernés, par les citoyens? Ça passe par le vote, essentiellement. Donc les élections sont la base de la démocratie, parce que ce sont les élections qui permettent aux citoyens de choisir librement ceux qui vont les gouverner. Alors, dès que ce processus est torpillé et qu'il est truqué, on arrive à la chose suivante, les gouvernants ne sont plus choisis par les citoyens. Donc, l'expression libre n'a plus lieu et c'est évidemment une entorse très grave fondamentale, aux lois fondamentales de la démocratie. C'est ce qui s'est passé.
on ne devrait pas pouvoir tricher. Pourquoi? Parce que c'est dans chaque localité, les gens votent avec des différentes listes pour ceux qui vont les gouverner localement. Donc en réalité, si vous prenez un village ou une sous-préfecture, les gens doivent voter dans la sous-préfecture avec des listes contradictoires, compter en même temps, annoncer qui a gagné. Donc en principe, 2 heures après la fermeture des scrutins, tout le monde devrait connaître les résultats. Mais ça nous a pris près d'un mois. Jusqu'à présent, d'ailleurs, ce n'est pas fini. Donc il y a eu beaucoup de problèmes pendant ces élections. Et c'est pourquoi il y a crise. Il y a crise dès qu'il y a rupture de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses que j'avais essayé d'ailleurs de noter ici. Une première chose, c'est qu'il y a eu une implication de l'administration, une implication partisane de l'administration. Vous savez, la loi nous dit que l'administration doit être neutre. Autrement dit, les sous-préfets, les préfets, ils ne doivent pas se mêler d'élections puisqu'ils sont là pour l'ensemble des citoyens, ils sont là pour l'ensemble des formations politiques. Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est que ces administrateurs se mettent du côté du parti au pouvoir. Alors, il y en a qui font vraiment du zèle. Je me rappelle encore le cas que j'avais signalé à la radio de ce sous-préfet Amorodou, un certain Kouyaté, qui est allé chez le candidat du PADES, qui s'appelait M. Diakité, qui a d'ailleurs gagné, il a eu des conseillers. Non seulement il avait déchiré en tant que sous-préfet, il a déchiré les affiches du candidat partout dans la ville, ça ne suffisait pas. Il est allé jusque dans la maison du candidat pour déchirer l'affiche. C'est pour dire le niveau de zèle de l'administration. On arrive, mais c'est une véritable catastrophe pour un pays. Les gens ne se rendent pas compte comment c'est catastrophique. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire que les entorses, les irrégularités changent fondamentalement le résultat des votes. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait, non contents de s'impliquer, eux et les autres fonctionnaires, les directeurs, etc., ils viennent avec de l'argent public volé pour distribuer. De 2020, il y aura un renouvellement de la classe politique en Guinée. Ça, c'est sûr, Inch'Allah. C'est une occasion d'envoyer de la morale dans ce pays. C'est une occasion de lutter contre la corruption dans le pays. Mais si vous, à New York, ici, vous ne recevez plus que les gens qui distribuent l'argent, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir en 2020. Ça veut dire que vos enfants ne trouveront jamais du boulot. Parce que quand les corrompus vont encore revenir au pouvoir, ils vont ramasser l'ensemble du budget cette fois. Parce qu'ils ne sont jamais rassasiés. Voilà ce qui va se passer. Alors, le PADES a été créé pour ces deux défis. Défi politique, se battre pour la démocratie dans un pays, et surtout le défi économique. Défi économique, envoyer de la prospérité. Comment on envoie de la prospérité? Il faut d'abord avoir le pouvoir, c'est la première étape. Si vous avez le pouvoir, vous faites les infrastructures dans le pays. Vous faites les infrastructures dans le pays, vous encouragez le secteur privé. Quand on dit encourager le secteur privé, parce que c'est ça seulement qui crée les emplois. Moi j'ai été sidéré, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un grand responsable de la Guinée dire on ne peut pas continuer à créer des emplois parce qu'il faut que les vieux acceptent de quitter la fonction publique pour laisser la place aux jeunes. Est-ce que lui l'a compris? Il n'a rien compris. Est-ce que c'est la fonction publique qui va donner de l'emploi aux jeunes? Non. La fonction publique, il n'y a que 100 000 personnes, entre 100 et 150 000, pas plus. On est en train de parler des millions de jeunes. Wallahi. Je le répète parce que les gens ne retiennent pas les chiffres. La fonction publique, ça ne dépasse pas 150 000 personnes. Ça ne dépasse pas ça. Tous les fonctionnaires réunis. De l'autre côté, on est en train de parler des millions de jeunes qui cherchent l'emploi. Alors, quand toi tu dis
Il faut que les vieux de la fonction publique quittent pour que les jeunes arrivent pour trouver de l'emploi pour les jeunes. Est-ce que tu as compris? Alors, nous voulons donner de l'espoir à notre jeunesse. Pour donner de l'espoir à notre jeunesse, il y a deux voies. L'éducation et les emplois. Voilà les deux choses que notre génération doit donner à ceux qui viennent après nous. Que tous les adultes doivent donner à leurs enfants. Nous, en tant que nation, on doit éduquer nos enfants et on doit leur donner de l'emploi. C'est les deux défis. Et c'est les deux défis que le PADES veut faire à partir de 2020. Parce qu'à partir de 2020, si vous regardez le paysage guinéen, il n'y a que le PADES qui viendra au pouvoir et personne d'autre. C'est la vérité en plus. Je vous remercie. Qui est le meilleur pour le Guinéen? C'est PADES qui fait gagner la Guinée. C'est PADES qui fait gagner la Guinée. Allez tous voter pour les bons candidats. Allez tous voter pour les bons candidats. Avec les PADES vous faites les bons choix. 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 C'est les PADES qui fait gagner la Guinée. C'est les